On va commencer par une définition. Alors, angine, c'est du latin. Qu'est-ce que ça veut dire? Synonyme. Donc, c'est serré ou bien étranglé. L'angine aiguë peut se définir par une inflammation aiguë. Donc, c'est une inflammation d'origine virale le plus souvent ou bien bactérienne. De quoi? De formation lymphoïde qui se situe au niveau de l'oropharynx, essentiellement les amygdales palatines. L'angine non spécifique, donc l'angine peut être spécifique, c'est-à-dire c'est des germes particuliers, ou bien non spécifique, c'est des germes banaux. Donc elle peut être non spécifique, érythématopultacée, érythémateuse ou bien érythématopultacée, d'origine virale dans 50% des cas, ou bien bactérienne dans 20 à 40% des cas. On exclut dans la définition des angines spécifiques dont les aspects cliniques sont évocateurs de germes particuliers. On va faire un petit rappel anatomique. Alors, les amygdales palatines sont situées à l'étage moyen du pharynx, ou bien l'oropharynx, tout en sachant que le pharynx est subdivisé en trois parties. La première partie, donc la partie supérieure, c'est le rhinopharynx ou bien le cavum. La partie moyenne, c'est l'oropharynx, où se situe l'amygdale palatine. Et la partie inférieure, donc l'étage inférieur, c'est l'hypopharynx. Donc l'amygdale palatine se situe au niveau de l'étage moyen, l'oropharynx. C'est limite qui est limitée en bas par l'hypopharynx, en haut par l'extrémité supérieure des arcades, des arcs palato-glosses, en antérieur et en bas par le V lingual, comme vous voyez dans l'image. Voici le V lingual qui sépare la langue mobile de la base de langue. En postérieur, par la paroi postérieure, comme vous voyez là, la paroi postérieure de l'oropharynx. Et latéralement, là, c'est les parois latérales de l'oropharynx. Ça, c'est pour le rappel anatomique. Voici les amygdales palatines. Là, c'est le pilier antérieur, le pilier postérieur, la luette, le voile du palais, le palais dur, la langue mobile, le V lingual et la base de langue. Tout ça, c'est l'oropharynx. Alors, pour le palais, on a le palais dur, deux parties au niveau du palais. Donc, le palais dur se trouve ici, une partie osseuse. Après, le palais mou, c'est-à-dire le voile du palais, c'est cette partie-là, musculeux-membraneuse. Alors, le rappel, on va faire un petit rappel pour la vascularisation et l'énervation de l'amygdale palatine. Alors, tout d'abord, il faut savoir que les amygdales palatines sont des formations à lymphoïdes périsymétriques, comme on a vu dans l'image, qui constituent un élément le plus volumineux de l'anneau de Valdeyer. C'est quoi l'anneau de Valdeyer? Donc, c'est un petit cercle formé par des formations lymphoïdes. Donc, on a l'amygdale palatine, essentiellement, c'est la plus volumineuse. On a les végétations adénoïdes ou bien les amygdales pharyngées. On a l'amygdale tubaire qui se situe au niveau des parois latérales du rhinopharynx au niveau de la trompe auditive. Et on a l'amygdale linguale qui se situe au niveau de la base de langue. C'est ça, l'anneau de Valdeyer, il joue un rôle important dans le système de défense de la cavité buccale. D'accord? Donc, il joue un rôle immunitaire. Donc, les amygdales palatines, elles occupent la partie supérieure de la tonsie, on dit la tonsie, ou bien la loge. Donc, la loge amygdalienne ou bien la tonsie amygdalienne. Sa vascularisation, elle est tributaire des branches de la carotide externe, alors que l'innervation, elle relève des branches de la neuvième, des intercrâniennes, ainsi que le sympathique. Ça, c'est pour le rappel anatomique. On va faire aussi un petit rappel histologique pour comprendre les pathologies qui en découlent. Alors, le parenchyme amygdalien, il est formé par des follicules. Je vais vous montrer dans l'image. C'est ça les follicules. Alors, lymphoïdes clos, constitués de deux zones. Comme vous voyez, il y a une zone sombre, il y a une zone claire. Alors, une zone sombre formée par les lymphocytes B au repos, donc elle ne travaille pas. Une zone claire formée par des lymphocytes B activés. C'est ça, la zone claire par des lymphocytes B activés. Les espaces interfolliculaires, c'est ça, l'espace interfolliculaire, inter des follicules, qu'on appelle des cryptes, constitués essentiellement par des lymphocytes T helper, des macrophages et des cellules intermédiaires qui jouent un rôle important dans la défense immunitaire, c'est-à-dire la captation des virus, la phagocytose, etc.
Pour la face médiale et latérale, elle est tapissée par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. Alors, l'intérêt de ce rappel histologique. La face médiale, elle est tapissée par un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé, ce qui donne l'origine des carcinomes épidermoïdes de l'amygdale. Les organes lymphoïdes tels que les follicules, d'accord, les espaces interfolliculaires et tout, ils donnent l'origine à des lymphomes amygdaliens. D'accord? C'est pour cela, les tumeurs, on a deux types de tumeurs au niveau de l'amygdale. On a les carcinomes par le revêtement épithélial pavimenteux stratifié non kératinisé, et on a le tissu lymphoïde qui donne origine à des lymphomes amygdaliens. Alors, pour l'étude microbiologique, c'est-à-dire les germes responsables des angines, on a dit que l'origine, le virus est responsable des angines dans plus de 50% des cas. Une angine commune, et le plus souvent, elle est d'origine virale. Elle peut être due, donc les virus responsables, on a l'hémophilus para-influenzé, le virus respiratoire simplex, l'adénovirus. Donc, ces virus-là sont extrêmement contagieux et réalisent des épidémies, de petites épidémies saisonnières, surtout en hiver et le début du printemps. Je vais essayer de répondre aux questions à la fin du cours, s'il vous plaît. Alors, la bactérienne, l'étiologie bactérienne. Donc, l'épidémiologie bactérienne, elle est dominée par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Streptocoque BHA, c'est-à-dire bêta-hémolytique du groupe A. Elles surviennent généralement après l'âge de 3 ans. Pourquoi l'âge de 3 ans? Parce que avant l'âge de 3 ans, chez l'enfant et le nourrisson, on parle de rhinopharyngite, on ne parle pas d'angine avant l'âge de 3 ans. Avec un pic de fréquence, donc surtout chez l'enfant, entre 5 et 10 ans. Elle réclame une antibiothérapie, donc l'étiologie bactérienne, le streptocoque, il réclame une antibiothérapie adaptée et efficace afin d'éviter les complications post-streptococciques qu'on va voir dans le chapitre complications. Donc là, c'est clair. On a dit que l'angine, elle est dans la majorité des cas virale. On va voir le tableau clinique. Les virus responsables, c'est le para-influenzé, virus respiratoire simplex et l'adénovirus. La bactérienne, elle est moins fréquente que l'origine virale. Et on parle d'angine à partir au-delà de l'âge de 3 ans. Avant l'âge de 3 ans, c'est généralement des rhinopharyngites que vous allez voir le cours, vous allez les détails dans le cours de rhinopharyngite. Il y a un cours dédié pour les rhinopharyngites. Donc, quand on dit bactérienne, bactérie, donc elle nécessite un traitement antibiotique. L'angine virale, elle ne nécessite pas un traitement antibiotique. D'accord? Juste un traitement symptomatique, pardon. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé donc, par ces rappels anatomiques, histologiques et microbiologiques. On va voir maintenant la clinique, le tableau clinique. J'ai fait comme type de description l'angine érythématopultacée, c'est-à-dire l'angine bactérienne érythématopultacée. Donc, qu'est-ce qu'elle donne comme signe fonctionnel? On a la douleur pharyngée. La douleur pharyngée ou bien odynophagie. C'est quoi? Donc, la douleur pharyngée ou l'odynophagie, donc c'est une douleur ressentie lors de la déglutition. On trouve la fièvre, donc c'est le maître symptôme, la douleur pharyngée ou l'odynophagie. Alors, on a la fièvre qui est d'intensité variable, mais la fièvre, elle est toujours présente. Symptômes digestifs, surtout chez l'enfant, à type de diarrhée, à type d'épigastralgie, à type... D'accord? Symptomatologie digestive chez l'enfant, des vomissements, etc. Exceptionnellement, on a un tableau du dyspnée chez l'enfant, c'est-à-dire surtout chez l'enfant, généralement à la base ayant des amygdales hypertrophiées, c'est-à-dire des amygdales qui sont déjà augmentées de volume. Pour l'examen physique, ça c'est pour les signes fonctionnels. L'examen physique, l'oropharynx, on examine tout l'oropharynx et l'amygdale. L'oropharynx et l'amygdale, dans l'ensemble, il est rouge. Œdématie, c'est-à-dire la présence d'œdème. La présence d'œdème témoigne de la virulence du germe, c'est-à-dire la virulence de la bactérie, avec un enduit pultacé. On va le voir, l'enduit pultacé dans les images. Un enduit pultacé à leur surface, la face externe, mais la caractéristique de l'angine non spécifique, c'est-à-dire érythématopultacée, cet enduit-là, il est facilement détachable. D'accord? Ce qui fait le diagnostic différentiel avec les angines spécifiques telles que la diphtérie, etc., qu'on va le voir dans les formes cliniques. Alors, on trouve aussi dans notre examen clinique, en dehors de l'examen de l'oropharynx et les amygdales, donc on trouve des adénopathies satellites, on dit des adénopathies satellites ou bien réactionnelles, de la loge somnambulaire, qui est le secteur
1B, somnambulaire, ou bien sodigastrique, qui est le secteur de A. Ces adénopathies, ces caractéristiques sémiologiques, ce sont des adénopathies, d'accord, inflammatoires, donc douloureuses à la palpation, qui associent toujours le tableau d'angine bactérienne. Voici un tableau, les principales caractéristiques, un tableau qui montre les principales caractéristiques cliniques et épidémiologiques des angines bactériennes et les angines virales. Nous commençons par l'épidémiologie, c'est un petit récapitulatif. Donc, l'épidémiologie pour l'angine bactérienne, donc, on a dit que elle survient en hiver par des petites épidémies. Hiver, il y a surtout saison hiver et début de printemps. L'âge, le pic d'incidence entre 5 et 15 ans, mais elle peut survenir dès l'âge de 3 ans, c'est-à-dire l'âge jeune. Mais l'angine virale, pardon, elle est plus fréquente chez l'adulte viral. Donc, nous faisons tous des angines, d'accord, c'est des angines virales. L'angine virale, elle est plus fréquente chez l'adulte par rapport à l'enfant. Pour les signes fonctionnels sont très intenses pour l'angine bactérienne par rapport à la virale. Le début est généralement brusque. La symptomatologie, on a dit, elle est intense. L'odénophagie, elle est intense. Mais on ne trouve pas de toux. La toux, c'est par rapport à l'hémophilus, par influenza, etc. Donc, elle est bactérienne, donc il n'y a pas de toux. La fièvre, elle est toujours élevée. Quand on dit érythématopultacée, c'est-à-dire bactérienne. Pour l'angine virale, on trouve une odénophagie, mais elle est modérée, parfois elle est absente, une simple gêne. On trouve de la toux, c'est le virus qui donne la toux. La toux est le coryza c'est un écoulement nasal. Donc, c'est comme le tableau d'une rhinopharyngite. On trouve un enrouement, c'est-à-dire une modification de la voix, et des symptomatologies digestives. Pour les signes physiques, donc, un érythème pharyngé il est intense. On trouve parfois des purpura au niveau du voile, exsudat, des adénopathies satellites qui sont sensibles, douloureuses, inflammatoires, avec certaines éruptions scarlatiniformes. Pour l'angine virale, on peut trouver soit des vésicules ou bien des éruptions évocatrices d'une maladie virale. Par exemple, on donne un simple exemple, l'exemple du syndrome pied-main-bouche, qui est le germe responsable, c'est le virus Coxsackie, d'accord, qui donne des petites lésions papillovésiculaeuses. C'est la même qui se trouve au niveau de la paume des mains et la plante des pieds et au niveau de la cavité buccale. D'accord, elle est très fréquente, ce syndrome est très fréquent chez l'enfant. Donc, le mode de transmission, c'est généralement par la salive. Elle est très contagieuse et donne un tableau clinique très caractéristique. D'accord, vu la localisation au niveau des mains, pieds et la cavité buccale. Alors, on trouve aussi une conjonctivite associée témoignant de l'origine virale. Voici une image comparative entre une angine virale et une angine bactérienne. On va comparer. On trouve au niveau de l'aluette, au niveau du val du palais, un œdème qui est important. D'accord? On trouve au niveau de l'amygdale, elle est augmentée de volume, c'est-à-dire œdémateuse par rapport à l'origine virale. L'aluette, là, elle est normale. L'aluette, elle est normale. On trouve la langue pâteuse et grisâtre et la gorge, la cavité buccale, elle est très rouge. D'accord? Par rapport avec des taches blanchâtres, c'est ça l'érythème pultacé, c'est ça, érythématopultacé. Érythème, c'est rougeur, ce que vous voyez là, la rougeur. Pultacé, c'est ça, c'est le pu, c'est pultacé, d'accord? C'est pour ça on dit érythématopultacé. Érythème par rapport à, érythémateuse par rapport à l'ithème, la rougeur, pultacé par rapport à des petites points blanchâtres qui se situent au niveau des cryptes. Par rapport à l'angine virale, cet érythème pultacé ne se retrouve pas au niveau de la loge, au niveau de l'amygdale palatine. Alors, je vais vous parler brièvement d'un score clinique qu'on appelle le score de Mac-Isaac. Donc, le score de Mac-Isaac, donc son intérêt, c'est c'est-à-dire faire la différence. Et il a attribué 4 points pour des symptômes, par exemple la fièvre à 38. Oui, les deux sont non spécifiques. Les deux sont non spécifiques. On ne traite que le chapitre spécifique. Alors, il a pris 4 items, qui est la fièvre, qui sont des symptômes témoignant d'une atteinte bactérienne, la fièvre élevée, l'absence de la toux, c'est-à-dire elle est non virale, les adénopathies cervicales sensibles douloureuses et l'atteinte amygdalienne, c'est-à-dire l'hypertrophie, l'exsudat et l'érythème pultacé. Il a attribué 1 point à chaque item. Mais le score de Mac et Isaac,
il n'est valide que chez l'adulte. D'accord? Son intérêt, c'est pour cibler au mieux la prescription d'antibiotiques. C'est-à-dire, si on a 4 points, donc c'est une angine bactérienne, donc on donne l'antibiotique. Si moins de 4 points, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'éléments en faveur d'une angine bactérienne, donc elle est très probablement virale, donc on ne donne pas d'antibiotiques. Pour les autres examens complémentaires, alors, en matière d'angine non spécifique, je parle d'angine non spécifique, soit virale, soit bactérienne érythématocutacée à streptocoque. Donc, aucun examen complémentaire, je dis bien, aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Mais on a deux techniques qui permettent de confirmer, sur le plan théorique, deux techniques qui permettent, pas sur le plan pratique, en tous les cas en Algérie, deux techniques permettent de confirmer la présence, mais théoriquement, on doit les citer. Deux techniques permettent de confirmer la présence de streptocoque, c'est-à-dire l'angine bactérienne. On a le test de diagnostic rapide de streptocoque bêta-hémolytique de groupe A, qu'on appelle le TDR, qui a une spécificité et une sensibilité importante pour ce test. Et le deuxième examen, c'est la mise en culture d'un prélèvement pharyngé. Pour la mise en culture de prélèvement pharyngé, en pratique, comme on a dit, en pratique, il est peu réalisé, ils ne sont pas recommandés. En dehors de rares cas d'indication dans la recherche de résistance bactérienne aux antibiotiques. Pour le test diagnostic rapide, comme vous voyez dans l'image, pour le test diagnostic rapide, c'est-à-dire le test d'identification qui permet l'identification du streptocoque, ces tests ils permettent un diagnostic au cabinet du médecin, donc il est de réalisation facile, afin de ne traiter, son intérêt, ne traiter que les angines streptococciques, c'est-à-dire les angines bactériennes. Ceci aurait un impact, c'est-à-dire pour un impact écologique et économique non négligeable, c'est-à-dire pour le coût des antibiotiques, pour ne pas donner des prescriptions abusives d'antibiotiques. Donc, le principe de ce test repose sur la mise en évidence d'un antigène spécifique de la paroi bactérienne de streptocoque, c'est-à-dire avec un écouvillon, on prend un écouvillon que vous voyez dans l'image, et on frotte, d'accord, l'amygdale à la recherche d'antigènes spécifiques de la paroi bactérienne du streptocoque. Et on aura le résultat est obtenu en moins de 10 minutes avec une spécificité à 95%, une sensibilité supérieure à 90%. Donc, si le test est positif, donc l'angine elle est bactérienne, donc elle témoigne des streptocoques, dans ce cas-là, on donne l'antibiotique. Si le test est négatif, donc c'est une angine virale et on ne donne que le traitement symptomatique. L'évolution et complications. On va passer maintenant aux complications de l'angine. Pour les complications de l'angine, il faut savoir, c'est-à-dire on va les subdiviser en trois. Oui, c'est pour prévenir le RA, le rhumatisme articulaire aigu. Alors, vous voyez, comme dans la planche, on a des complications locorégionales, c'est-à-dire oropharyngées et cervicales supérieures, cervicales. On a des complications propres aux germes qui sont des complications post-streptococciques et des complications toxiniques qui sont dues à la toxicité, la virulence du germe. Alors, pour les complications locorégionales, la première complication, c'est le phlegmon périamygdalien. Le phlegmon périamygdalien, on va entamer le deuxième cours avec le phlegmon périamygdalien, donc je ne vais pas donner de détails. Donc, c'est une des complications locorégionales, je dis bien locorégionales des angines suppuratives, c'est-à-dire les angines bactériennes. L'adénophlegmon cervical. L'adénophlegmon, c'est-à-dire, suite à généralement, c'est une adénite, une inflammation, une adénopathie réactionnelle, adénopathie satellite d'une infection. Donc, le stade de début, c'est une simple inflammation d'un ganglion cervical, comme on a dit, soit le secteur sous-mandibulaire ou bien sous-digastrique. Généralement, c'est le site de drainage de la cavité de l'oropharynx ou de l'amygdale palatine. Donc, elle commence par une adénite et lorsque l'infection n'est pas traitée, c'est-à-dire l'angine n'est pas traitée, cette adénite-là, elle va donner un véritable abcès intraganglionnaire. Donc, ce qu'on appelle un adénophlegmon cervical. Si l'adénophlegmon n'est pas traité aussi, il va passer au stade de cellulite, c'est-à-dire la diffusion régionale, donc c'est la diffusion du germe en dehors de la capsule du ganglion. Donc le germe le pus va être diffusé régionalement, donc il va évoluer à son propre compte. Il donne le tableau de cellulite qui est une complication grave des complications d'une angine.
Ça, c'est pour les complications loco-régionales. Donc, on a le phlegmon, on a l'adénoflegmon cervical. Si l'adénoflegmon n'est pas traité, il va donner une cellulite. Pour les complications post-streptococciques, donc elles sont faciles, le rhumatisme articulaire aigu, la glomérulonéphrite aiguë, l'érythème noué, la chorioïdocédine. Pour les complications toxiniques, alors on a le choc toxique streptococcique, c'est un choc infectieux, et on a la scarlatine. Ça, c'est des complications propres à la virulence du germe. On va passer maintenant au chapitre traitement. Comment on va traiter une angine? Quels sont, c'est-à-dire les objectifs de traitement d'une angine? Les objectifs, c'est prévenir, les buts, c'est de prévenir la survenue de complications, soit loco-régionales, soit générales, soit toxiniques, de complications loco-régionales ou bien générales, lutter contre la dissémination du streptocoque et accélérer, c'est-à-dire soulager le malade, accélérer la disparition des signes cliniques. Alors, les différents moyens, on a traitement antibiotique et on a un traitement, les moyens, c'est un traitement antibiotique et un traitement symptomatique. Traitement antibiotique, quelles sont les molécules utilisées pour traitement de l'angine? D'accord. La principale molécule pour traiter une angine bactérienne, je dis bien bactérienne, à streptocoque, bêta-hémolytique du groupe 1, c'est l'amoxicilline. D'accord? C'est la première molécule qu'on donne à raison de 1 gramme 2 fois par jour pendant 5, maximum 7 jours. D'accord. La pénicilline, le deuxième relais, c'est la péniv, la pénicilline, ou bien céphalosporine de première génération. Ça, c'est les bêta-lactamines. Si on a une contre-indication, c'est-à-dire une allergie aux bêta-lactamines, à la moxicilline, à la péniv ou bien les céphalosporines, on peut donner les macrolides. Ça, c'est pour les chapitres antibiotiques, pour les molécules antibiotiques. Pour le traitement symptomatique, on a des antalgiques. C'est très important le traitement symptomatique parce qu'il permet de soulager l'odynophagie, la fièvre, etc., la douleur. Donc, on donne des antalgiques et antipyrétiques. Seulement antalgiques et antipyrétiques. On ne donne pas d'anti-inflammatoires, quel qu'on soit stéroïdien ou non stéroïdien. Alors, comment on va donner ce traitement? C'est-à-dire les indications. Pour l'adulte, s'il a une angine vraie, c'est-à-dire une angine bactérienne, une angine vraie, érythématose pulsacée, avec un état général altéré, altération de l'état général, fièvre, asthénie, etc., avec antécédent surtout, antécédent de phlegmon, s'il a fait déjà une complication d'une angine, sur un terrain particulier, c'est-à-dire diabète, immunodéficience, etc., la indication formelle de traitement antibiotique, antistreptococcique. Si on a un adulte avec une angine vraie ou bien pharyngite, mais l'état général, il est conservé, là, et la fièvre n'est pas intense, c'est-à-dire il n'y a pas d'asthénie, elle est tolérable, on peut ne pas donner un traitement antibiotique, on donne juste un traitement antalgique antipyrétique, un traitement symptomatique pour soulager le malade, et on peut revoir le malade 48 heures après s'il n'y a pas une aggravation de la symptomatologie. Sinon, si l'état général est bon, le statut immunitaire est bon, la symptomatologie n'est pas importante, on peut ne pas donner un traitement antibiotique, juste un traitement symptomatique, et on donne un contrôle au patient 48 heures après. Chez l'enfant, ou bien, c'est-à-dire un sujet à jeune, avec une angine vraie, on donne toujours, chez l'enfant, on craint toujours les complications post-streptococciques. Une angine vraie, on donne un traitement anti-streptococcique, c'est-à-dire on donne un traitement antibiotique. Et on peut s'orienter avec le test diagnostic rapide qui n'est pas réalisable ici à notre niveau, mais théoriquement, le test diagnostic rapide, il a une importance primordiale pour l'orientation de la prescription d'antibiotiques. Tout simplement, si le test est positif, on donne un traitement antistreptococcique. Si le test est négatif, donc c'est l'angine virale, on ne donne pas de traitement antibiotique, on donne juste un traitement symptomatique. Alors, quelle est la place de la chirurgie dans l'angine? Alors, c'est-à-dire, quand on dit chirurgie, c'est l'amygdalectomie. L'amygdalectomie, c'est une intervention qui se fait sous anesthésie générale qui permet donc l'exérèse des amygdales palatines. Donc, elle a 4 indications. La principale indication, c'est des angines récidivantes, c'est-à-dire elle fait de plus de 3 angines par an pendant 5 ans consécutifs, c'est-à-dire c'est des angines récidivantes. D'accord? Ou bien amygdalite chronique, qu'on va voir dans le temps. Et, voilà. Pour les indications, on a dit l'angine récidivante, ou bien les complications de l'angine, quelle que soit générale, ou bien loco-régionale, c'est-à-dire récidive d'un phlegmon périamygdalien, ou bien l'amygdalite chronique.
Pour bien apprendre les indications chirurgicales, vous pouvez la subdiviser en deux parties. Angine récidivante et complications, quel que soit général ou loco-régional, ou bien l'amygdalite chronique. C'est ça l'indication de l'amygdalectomie. D'accord? Angine récidivante et complications, quelles que soient les complications générales ou loco-régionales, ou bien le chapitre, deuxième indication, c'est l'amygdalite chronique, qu'on va voir dans le cours suivant. L'amygdalite chronique, ce n'est pas une angine, donc c'est donc angine et amygdalite chronique. Ça pour l'indication de l'amygdalectomie. Maintenant, on va passer au chapitre des formes cliniques, c'est-à-dire on va voir les différents germes spécifiques qui va nous donner, c'est-à-dire le tableau d'une angine spécifique. Pour les germes, on a les germes, soit bactéries, soit virus, soit champignons. Donc, on a les angines spécifiques bactériennes, on a les angines spécifiques d'origine virale ou bien d'origine fongique. Donc, on va voir les étiologies, c'est-à-dire les différents germes qui nous donnent des angines spécifiques bactériennes. Alors, la première étiologie, c'est l'angine diphtérique. Alors, l'angine diphtérique, par définition, la diphtérie, c'est une toxi-infection contagieuse à point de départ oropharyngé. Le germe responsable, c'est le bacille de Klebsiella. Elle se transmet par voie aérienne à partir des gouttelettes de salive, mais cette étiologie, elle a pratiquement disparu dans les pays occidentaux grâce à la vaccination systématique antidiphthérique, mais elle persiste dans les pays en voie de développement ou bien les pays développés, sous-développés. Le tableau clinique, on a une fièvre à 38, la dysphagie avec des adénopathies sous-mandibulaires. L'angine, là, elle est à fausse membrane, je dis bien à fausse membrane, c'est un mot-clé. C'est une angine à fausse membrane, blanchâtre, blanche nacrée. Elles sont épaisses, ces fausses membranes. Elles sont extensives, c'est-à-dire elles envahissent l'oropharynx. Elles sont adhérentes par rapport à l'angine érythématopultacée, parce que l'angine érythématopultacée, le pus, il est facilement détachable. Donc, elles sont adhérentes et envahissent les amygdales et les piliers et la luette. L'évolution, donc c'est l'évolution, c'est-à-dire les complications, si elle n'est pas traitée, cette diphtérie, donc elle va donner la forme maligne, c'est-à-dire avec une symptomatologie importante, fièvre, altération importante de l'état général, etc., extension importante des fausses membranes, ou bien elle va donner le croup. C'est quoi le croup? C'est une atteinte du larynx, donc extension des fausses membranes qui vont descendre jusqu'au larynx et vont l'obstruer, d'accord? Le larynx est obstrué par les fausses membranes, ce qui va donner le tableau d'asphyxie. La troisième complication, c'est la myocardite. Quand on dit myocardite, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque. C'est les trois complications. Alors, le traitement, c'est le traitement de la diphtérie. Donc, c'est une urgence médicale. Il faut hospitaliser le malade. Une injection de sérum antidiphthérique avec un traitement antibiotique adapté. C'est ça l'image d'une angine diphtérique. C'est ça les fausses membranes qui sont adhérentes, extensives, d'accord, envahissent l'amygdale, les piliers, l'oropharynx et la luette. C'est ça une angine diphtérique à fausse membrane. Ça, c'est pour la première étiologie bactérienne. La deuxième étiologie bactérienne, l'angine, c'est l'angine de Vincent. L'angine de Vincent, elle est due à l'association de deux bactéries extrêmement virulentes. Une bactérie fusospérilaire, c'est le Fusobacterium necrophorum, et la deuxième bactérie, c'est une bactérie à bacille gram-négatif, c'est qu'on appelle le bacille spirale, c'est le Treponema vincenti. Elle se voit chez l'adulte jeune avec un terrain particulier, c'est-à-dire c'est un sujet alcoolotabagique et qui a une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Cliniquement, le tableau est marqué par une obénophagie, surtout unilatérale. D'accord, le mot-clé unilatéral, l'angine de Vincent, elle est toujours unilatérale. Elle va donner un tableau d'une ulcération pseudomembraneuse. On trouve toujours une ulcération recouverte par des pseudomembranes blanches grisâtres unilatérales, strictement localisée à l'amygdale, c'est-à-dire elle est non extensive. Le diagnostic positif repose là, c'est l'intérêt de l'examen direct, repose sur l'examen direct du prélèvement de gorge par anicovillonnage. Le traitement, on va donner une association de deux antibiotiques, la pénicilline qui va agir sur le Treponema vincenti et le métronidazole, le flagelle, qui va agir sur le Fusobacterium necrophorum. Ça, c'est pour l'angine de Vincent. Il faut vous rappeler que l'angine de Vincent, elle est toujours unilatérale. C'est ça l'aspect d'une angine de Vincent. C'est une angine unilatérale,
Donc, c'est une angine à l'ulcération et l'enduit blanchâtre strictement localisée au niveau de l'amygdale palatine. La troisième étiologie bactérienne, on a l'angine du Duguay. Alors, par définition, c'est une inflammation des piliers antérieurs du val du palais qui apparaît lors de la phase d'état de la fièvre typhoïde. Quand on dit Duguay, c'est-à-dire la fièvre typhoïde qui est due à un bacille gram négatif, c'est le Salmonella typhi. Donc, elle survient au cours d'une épidémie de la fièvre de typhoïde. Cliniquement, elle donne une exulcération en coup d'angle qui siège sur le pilier antérieur, souvent bilatéral. Donc, le traitement est celui de la fièvre typhoïde. On donne céphalosporine troisième génération, ou bien de fluoroquinolone, ou bien des macrolides. Ça, c'est pour la troisième étiologie bactérienne, qui est la fièvre typhoïde ou bien l'angine de Duguay. Pour la quatrième étiologie, et la dernière, pour l'origine bactérienne, c'est la syphilis amygdalienne. Donc, la syphilis, comme on la connaît, c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, c'est la localisation amygdalienne de la syphilis primaire due à un bacille spiralé qui est le Treponema pallidum. Cliniquement, comme le tableau clinique de la syphilis, elle donne une érosion rosée qui évolue vers une ulcération propre, dure, indolore de l'amygdale, avec associé à des adénopathies. Ces adénopathies s'enferment avec un gros ganglion central entouré par des ganglions plus petits que le ganglion central. Le traitement, c'est celui de la syphilis primaire, c'est l'extensiline. Maintenant, on va passer aux étiologies virales. Donc, on va commencer par l'angine herpétique. Quand on dit herpétique, c'est l'herpès. Par définition, c'est une inflammation aiguë due à l'herpès simplex virus. Elle donne l'herpès, qui a un tropisme pour les nerfs, donc il donne une douleur intense, comme le zona, il donne une douleur intense, une dysphagie importante et la fièvre. Donc, on va trouver les lésions comme des vésicules en bouquet qui donnent des ulcérations minimes à contour polycyclique, comme dans l'herpès, par exemple, labial, polycyclique, limité par un halo. Le traitement, donc virus, on ne donne pas d'antibiotiques, traitement symptomatique, antalgique et antipyrétique. L'indication des antiviraux, sauf si on a une complication ou bien si un sujet immunodéprimé. Ça, c'est pour l'herpès, le virus herpès simplex. C'est ça l'image. C'est ça la vésicule entourée polycyclique, entourée par un halo, d'accord? Non limitée au niveau de l'amygdale, mais au niveau du val à tout l'oropharynx. C'est ça l'angine herpétique. Pour le deuxième angine, herpangine, ou bien la grippe d'été, par définition, c'est une pharyngite vésiculeuse aiguë, toujours dans les vésicules aiguës. Elle est contagieuse, tous les virus sont contagieux, dû à un virus qui est l'entérovirus. C'est le virus Coxsackie A. Touche généralement les enfants de 1 à 7 ans. Elle donne un syndrome grippal avec une fièvre, une douleur pharyngée qui est modérée et des vésicules limitées aux piliers et au voile d'évolution bénigne en quelques jours. Le traitement virus, donc le traitement symptomatique, antalgique et antipyrétique. Voici l'angine, les vésicules qui donnent l'herpangine. Dans la troisième étiologie, la dernière pour le virus, on a le zona. Le zona pharyngé, par définition, elle est due au virus varicelle zona. Cliniquement, c'est des éruptions vésiculeuses unilatérales qui s'ulcèrent et se recouvrent d'un enduit pultacé. L'évolution est généralement bénigne. Le traitement, on a dit virus, donc le traitement symptomatique, les antiviraux tels que la cyclovir, donc il n'est prescrit que s'il y a une complication ou bien un terrain particulier, c'est-à-dire un terrain immunodéprimé. J'ai oublié la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse, donc, elle est due à un virus de la famille des herpès virus. Donc, c'est l'Epstein-Barr virus. Elle est extrêmement contagieuse. Elle se transmet par la salive. Elle donne un tableau dominé par une fièvre à 38, une asthénie, avec une angine érythématose pultacée bilatérale. Elle est toujours confondue, cette mononucléose infectieuse, avec